savoir-faire et surtout ses différentes réalisations et il va aussi donner comme ça son argumentaire sur les questions d'actualité. Nous allons déjà vous remercier, surtout l'équipe technique qui nous aide pour ces grands travail. Merci à vous. Hein. Donc, merci à Héritier Toubilandou, merci à Madame Karine Bébé. Je vais aussi penser à mon Jambi qui réalise cette émission et pourquoi pas aussi à toute l'équipe. Je vois là Romain Makonda, Alain Kabongo et tous les exploitants. Je crois aujourd'hui ce sera Bruno Nzinga et notre très cher Dumasi Kifou qui Sabanjolo, fiston Atunga. Allez, programmation Jameda Liosso. Alors, on va très rapidement vous faire découvrir un grand. Il est grand. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Cette appellation, cette grandeur-là, c'est justifié en quoi? Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Jean-François Mombia, oui. Activiste des droits de l'homme. Ouais. Nous pouvons vous connaître, Jean-François Mombia. Vous êtes né ici à King. Votre biographie, en quelques 2 ou 4, 3 minutes, on pourra peut-être avoir comme ça l'idée de notre grand de ce soir. Oui, je suis congolais, je suis né à Bassoko. Bassoko. Oui. Le Oui. 13 mars 1967. De mère Marie Wawali. En vie. Père, non, décédé. Tous décédés. Oui. Et de père Boliki, Stanislas Loluo. Et le grand-père qui m'a élevé, c'est Atoukoutou Jean. C'est lui donc le premier chef de cité noire pour la ville de Kinshasa. Sa parcelle, c'est l'hôpital Mamaïm. Ah bon? Sa parcelle, c'est l'hôpital Mamaïm. Oui. C'était votre... L'État congolais nous doit beaucoup. C'était votre grand... Mon grand-père, le père de ma mère, qui m'a élevé. Ah oui, c'est lui le tout premier chef noir. Ouais. Et sa parcelle, c'est l'hôpital de Mamaïm. Mamaïm. Ça, c'est très bien. Ça, c'est l'histoire. Et mon père, c'était l'ami intime à Patrice Semere Lumumba. Ils travaillaient ensemble à la Grande Poste Kisangani. Ok. Ils ont commencé leur mouvement ensemble. Et puis, c'était juste un ras-le-bol face à toutes les menaces que l'homme blanc proférait aux Noirs. Et ils ont commencé à se révolter face à ça. Et lui, on l'a envoyé à Bassoko. C'est là où il a connu ma mère. C'est encore quoi son nom? Stanislas Loluo Boliki. Ok, Boliki. Il était chef de division à la Grande Poste. Finalement, il est mort comme chef de division à la Grande Poste. Et il est allé à Bassoko parce que Lumumba est allé à Yangambi. On les a divisés comme ça, séparés. Et après, Lumumba a poussé un peu devant jusqu'à ce qu'on a obtenu nos indépendances. Et grâce à ses prouesses, et finalement, on l'a assassiné comme ça se passe contre tous les Africains, contre tous ceux qui se battent pour l'Afrique, pour la liberté des hommes noirs. Marié? Oui, je suis marié, je suis père de 16 enfants. 16? Oui. Ah, coup de chapeau, hein, c'est pas Mon facile. grand-père avait 24 femmes, 45 enfants. Votre grand-père avait 24 femmes? Oui. Du côté Puisque le pasteur Casse. maternel, du côté maternel, il avait 11 lui aussi, malheureusement avec 4 filles seulement. Ok. Alors, je sais pas, parce que vous devez aussi nous parler de vos études, vos formations. Oui, je suis et surtout... historien de formation, j'ai fait aussi la Polytechnique. J'ai obtenu un diplôme ici à l'Institut Salon de Bandal à l'époque de Père Léqui. Je suis allé faire l'université Polytechnique à Kinshasa et je suis allé continuer l'histoire à l'université de Kisangani. Et vous connaissez quand même quelques collègues ou avec qui vous avez grandi ici à Kinshasa où peut-être un nom venu à Dandou, oui. mon voisin de base, de Picho Savané. Oh, de Picho Savané? Oui. C'était encore où? Papi Kabemba, Pauvre Basenga, Maître Eric Massaï. Donc, c'est plein. Donc, mon frère ici qui est au ministère. Et avec des Pichos, c'était où? C'était plus précisément dans quel... Ok. Donc, Fabien Chitengue, qui est parmi les grands sportifs aujourd'hui, les grands Djidjuka, tout ça, on a commencé les jouer ensemble d'ailleurs. J'ai commencé aussi... à l'âge de 9 ans, j'étais déjà boxeur. Ah, vous êtes boxeur? J'étais déjà boxeur à l'âge de 9 ans jusqu'à 28 ans. Et après, j'ai commencé à faire les jiu. C'est un peu ça, oui. Jiu-jitsu. En fait, moi, j'ai fait les arts martiaux. Hein. Voilà. C'est ça.
Donc c'est ça, j'ai grandi à Guinée, à Basoko, je suis allé à Kisangani. Après Kisangani, je suis arrivé à Kinshasa à l'âge de 13 ans. Ça c'est très bien. Alors, nous allons aussi savoir un peu, mais là, actuellement, vous faites quoi? Présentement. En fait, je suis devenu activiste des droits humains. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous avait motivé? En fait, c'est juste un ras-le-bol, un sentiment de révolte face aux injustices sociales. La première chose, c'est que ma mère est décédée très tôt, hein, et mon père aussi n'a pas vécu longtemps. Après, je devais quitter Basoko pour Kisangani. J'arrive à Kisangani. Pour vivre la vie à Kisangani, c'était un peu compliqué. À notre époque, on appelait Kisangani le Komesa. C'est-à-dire, quand tu vas là-bas, il faut savoir endurer, avoir l'endurance ventrale. Or, nous, les enfants de pêcheurs, nous qui avons grandi là-bas, en tout cas, manger, c'est quelque chose de... C'est la première... c'est le numéro 1, quoi. C'est le premier chose. Quand j'ai quitté Kisangani, j'arrive à Kinshasa. J'ai poursuivi mes études, ce n'était pas facile. Je pouvais quitter Ngiri, le collège 36 jusqu'à l'Institut Salongo à pied, aller-retour chaque jour, ainsi de suite. J'ai obtenu mon diplôme, quand même, c'était très bien. Et diplôme, j'étais vraiment intelligent à l'école. Les prêtres voulaient que je devienne prêtre, mais ma mère ne voulait pas. Elle voulait vraiment, j'étais son fils aîné, elle voulait tenir mon diplôme que je puisse avoir aussi des enfants, puisque leur papa n'avait pas assez d'enfants. Et la première chose, c'était face à, d'abord à l'église. L'église, on devait avoir notre baptême, moi et ma petite sœur. Mais le soir, ma mère avait discuté avec quelqu'un qui travaillait plus près des prêtres, les catéchistes, disons. Alors le matin, c'était un samedi, nous sommes allés à l'église. Père Dino, le curé de la paroisse Sainte-Marie à Basoko, dira que non, plus moi et ma mère, tout le monde s'était bien, puisqu'à l'époque on faisait le catéchisme maintenant pendant 2 ans. Et lui il a dit, bon, malgré les 2 ans que vous avez passés, c'était en pleine messe, puisqu'on faisait une messe le soir et le matin c'était le baptême. C'était une grande fête, hein. On avait des habits, on avait déjà tout préparé. Du coup, le père annonce le soir à l'église que moi et ma petite sœur, on ne pouvait plus être baptisés. Après 2 ans de souffrance, chaque après-midi aller là-bas, et il a dit ça. Alors je me suis révolté, c'était ma première révolte en plein culte. Je suis allé devant l'altar et je l'ai menacé là-bas, un père blanc, Dino Roaro. Il a... En plein culte. En plein culte. Quelle humiliation. Vous l'avez humilié. Je suis allé monter là-bas, j'ai dit, mais qu'est-ce que... J'avais quel âge? 12 ans. Alors, il s'est décidé, il est sorti, on a arrêté la messe. Alors, tout le monde disait au village qu'on a arrêté. Le prêtre s'est fâché, il a arrêté la messe. Il a interrompu le culte. À cause de lui, cet enfant, moi, la Maria, il ne va plus vivre longtemps. Je l'ai poursuivi jusqu'au couvent. C'est là que j'ai arrêté avec l'église catholique. On vous a excommunié apparemment. Oui, on m'a excommunié. Ça c'est évident. Oui. Alors, je n'ai pas pu aller chez les autres aussi, chez les protestants non plus. Puisqu'à Basoko, c'était ça. Il n'y avait pas totalement l'église. Il y avait quand même l'église kimbanguiste et puis musulmane, mais pas comme telle. Et voilà. Après, j'ai commencé les études là-bas. Comme les parents n'étaient plus vivants, j'avais un peu de difficulté pour payer les frais académiques. C'est vrai que Monseigneur Cardinal Moussenou a beaucoup fait pour moi, en tout cas personnel. Le jour de ces obsèques, je suis passé sur RFI, sur la BBC, la Voix de l'Amérique, pour témoigner un peu. C'est bien fait, en tout cas. Personnel. Oui. Cardinal Moussenou. Alors, je me suis décidé une fois, c'était en 1994, d'aller travailler, puisqu'il y avait une société allemande qui était en pleine forêt chez nous, Siforzal, à Lokoukou et à Bolila. Je suis allé là-bas pour travailler et puis amasser quelque chose et revenir poursuivre mes études. J'arrive là-bas, j'avais la chance, j'étais tellement, j'étais souple, j'étais trop éveillé. À telle fois que M. Bray, le chef de chantier à Lokoukou, voulait vraiment être avec moi, l'homme aussi. Un jour, il y avait un Belge, Alain, il est venu à Kinshasa. Il me dit, Jean-François, est-ce que tu vois comment on est tenté de ravager votre forêt?
est-ce que tu vois vraiment comment on exploite votre forêt? Mais à chaque fois qu'on exploite la forêt, et on coupe les bois précieux, mais ce qui pousse, ce sont des arbres flottants, tout ça, des bois non précieux sans valeur. Ça, c'est une perte énorme. Des arbres que tu vois là, ça fait des milliers. Il y avait une exploitation allemande, abusive. Et puis, les communautés autochtones, les communautés, les endroits, ils ne réagissaient même pas. Non, n'en profitaient pas. On dirait que le président Mobutu était actionnaire à cette société-là, okay. Et voilà, tout, comme d'habitude. Et c'est alors le premier ras-le-bol. Et vous avez dit quoi? Vous avez fait quoi? Je suis allé voir les chefs coutumiers. J'ai regardé la valeur des essences, comme Afomosia, Tola, et vous avez fait l'estimation? Tout ça, oui. J'ai fait la biologie aussi à l'université. Très bien. Alors j'essaie d'expliquer, j'ai sensibilisé les chefs coutumiers. J'ai dit, écoutez, on exploite notre richesse, sans reboiser. On n'en profite même pas. Pas d'école, pas de route, pas d'hôpital, rien. Mais non, il faut faire attention, réveillez-vous. Ils se sont réveillés effectivement. Mal c'est que la première révolte, on a mis un peu de moyens pour que les villageois coupent des arbres, barrer les routes pour que les grimiers ne puissent plus continuer à évacuer les grimes. Mais on a convoqué une réunion entre les chefs de groupement. J'étais déçu, très déçu de constater qu'ils ont donné juste, j'étais dans la salle où il y avait la communication entre M. Brey et puis Karl Danzer, à partir d'Allemagne. Karl Danzer dit, donnez-leur l'argent d'une valeur d'une Mercedes 2632. Nous sortons de la salle de phonie, on sort, c'était une réunion maintenant avec les Blancs. Ils oubliaient que moi j'étais noir et c'est moi qui étais à la base de cette révolte-là. M. Brey a dit à l'ONU et les autres là, écoutez M. Martini, il dit non, la valeur de 2632, ces gens, ils ne connaissent pas la valeur d'argent. Donnons-leur 10 000 $ par chacun et on va voir leur réaction. J'ai diligenté quelqu'un pour leur dire que tout ce qu'on va donner comme argent, qu'ils ne réagissent pas jusqu'à ce que moi je fasse un geste par la tête. Les premiers 10 000 seulement, tous les chefs de collectivité, pauvre Maman Monana, chef Luki Alopoke, chef Ilinga. Ils étaient dans la joie, enthousiasmés. Ils ont dit aux gens, non, aïe, arrêtez, enlevez les trucs et les Blancs vont continuer de travailler. Ces gens-ci sont gentils. Ils ont tout perdu. Ça m'a fait très mal. J'ai trouvé qu'avec le vieux, ça ne va pas marcher. C'est comme ça que je suis descendu à Bassoko, au centre. J'ai créé pour la première fois le groupe de jeunes lutte contre la destruction du patrimoine de Bassoko, ainsi de suite. Pour la première fois, groupe de jeunes qui a impacté toute la province de l'Équateur, les Chopo, partout où on parlait de groupe de jeunes, c'était moi l'initiateur. Pour valoriser notre environnement, protection de l'environnement. Protection de l'environnement, la prise en charge, l'autoprise en charge par la jeunesse. La population autochtone. On m'a traité de tout, chef rebelle. À l'époque, c'était la SNIP, Sénéri, SNIP. À l'époque du président Mobutu, j'ai été traité de tout. Il fallait que je sois condamné. Mais finalement, il y avait un gouverneur, c'est le procès Lombea. Lombea Likunde Bosongo Lio. Bosongo Likunde Lio. Lui, il a fait quand même un bon télégramme au chef de l'État, président Mobutu à l'époque. Non, cet enfant-là, c'est un étudiant, et voilà. Il n'est pas un chef rebelle. Ce qu'il défend, ce sont vraiment des causes nobles. Il faut peut-être chercher un peu à l'écouter. C'est comme ça qu'il est venu. J'ai présenté tous les tableaux. C'est comme ça que, en tout cas, déjà avant l'entrée de l'AFDL, il y a eu le début, l'État a pris les choses en main, et puis ce forgeant est parti. Très bien. Alors, monsieur Jean-François Mompia, notre grand décessoir, là, c'est juste ce que vous avez assumé et ce que vous assumez aujourd'hui comme rôle, activiste de droits de l'homme. Et vous avez déjà, dès le bas âge, commencé à œuvrer dans le cadre de défenseurs et votre patrimoine, mais sur le plan politique. Et surtout actuellement, parce qu'il faut que ce soit aussi des réactions, des contributions, des réalisations un peu récentes entre nous, soit dit. J'aimerais quand même que nous puissions en savoir plus.
Oui, avant d'arriver là-bas, d'abord, juste en vu le temps, oui, oui, le temps. qui nous est imparti. J'ai commencé déjà au HR. Et encore une fois, oui, j'ai parlé de ça l'autre fois ici, 98-2001, j'étais au Congo-Brazzaville. En tout cas, là-bas encore, je me suis révolté, j'ai démissionné en 2001, je suis venu au Congo. C'est à partir de là que j'ai commencé maintenant à voir un peu les méfaits de la communauté internationale, des grandes puissances. Pourquoi? En fait, les grandes puissances qui nous exploitent et elles préfèrent nous maintenir dans cette situation de pauvreté extrême, de misère exacerbée. Alors c'est ça et finalement, avec un ami hollandais, on a tourné un film, Enjoy Poverty, Préjugés de la pauvreté. On s'est juste dit que la pauvreté était une grande richesse que les pauvres eux-mêmes ignoraient totalement. Pourquoi? Vous savez, Doudou, quand vous arrivez dans des camps de réfugiés, vous allez voir des cachets sur les bâches, comme là, HR, UNICEF, ceci, cela. Hein? Je compare toujours ça avec le système de vendre des sacs de chez nous, sacs d'arachide, sacs de foufou, tout ça. Quand vous regardez dans le bateau, vous voyez, Doudou, tu vas mettre ta marque, vous allez mettre votre marque. DM, Doudou Montiri. Doudou Montiri. Moi, c'est JF. Et ainsi de suite. Puisque là, cette histoire, c'est ma marchandise à moi. Au fait, c'est ce qui se passe. C'est bien marqué. C'est ce qui se passe avec les réfugiés pour les HR et puis les enfants pour l'UNICEF. C'est ça marchandise. Oh. Ah, mais oui. C'est comment? La misère est vendue, cette souffrance-là des réfugiés est vendue. On mobilise les fonds auprès des bailleurs, des bailleurs de fonds. Sous forme de cotisation? Oui. On mobilise, on présente la souffrance des réfugiés, des déplacés internes, comment les gens vont. Ils auront comme ça des financements. Ils ont beaucoup de financements pour ça. Mais vous allez voir qu'on peut donner même 1 milliard. Prenons 1 million. Mais l'enfant qui a été photographié par l'UNICEF ne va même pas bénéficier d'un seul rond. Mais les chefs de mission de l'UNICEF a un salaire de 100 000, peut-être, c'est un exemple, et tout le monde, mais lui-même, la fois photographiée ou le réfugié photographié ne bénéficie même pas d'un seul rond de toute la photographie qui a été faite là. Donc on vend la misère pour devenir de plus en plus riche. C'est ce qu'on a voulu dire dans notre expression d'Enjoy Poverty, tout ça. Nous avons monté d'ailleurs les Médecins Sans Frontières qui quittent une contrée à Isangi, alors qu'il y avait l'épidémie de choléra qui ravageait les enfants. Donc l'épidémie est là, mais ils ont fait des rapports comme quoi la mission était terminée et tout était déjà fini. Donc on a vu ça plusieurs. Donc c'est une marchandise. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, c'est purement dans les cadres professionnels. Hein? Et aujourd'hui, avec le gouvernement, l'État, bon, si nous sommes allés en exil, c'est juste puisqu'on prend un peu le courage de dire ce qui ne va pas, quand même. On n'a pas été que négatif. Puisque, je vous ai dit l'autre fois ici, j'ai organisé pour la première fois des journées Open Day ici au Congo. J'ai donné l'initiative aux Nations Unies, aux agences des Nations Unies qui sont ici. Elles ont carrément accepté. Donc directement, c'était quoi? Ça consistait juste, c'était pour moi une stratégie de lever les conflits qui avaient élu domicile entre les humanitaires nationaux et les internationaux, mais alors que l'État congolais qui devait tout gérer était dans la situation d'inconscience. Alors le Open Day des journées d'échange humanitaire consistait à quoi? On invite les ONG locales, on invite les ONG internationales, on invite un témoin, le gouverneur, soit le ministre provincial des Affaires sociales et humanitaires, on l'invite, il participe, chaque catégorie donne les rapports de son travail et chaque catégorie parle un peu de ce qu'il ne trouve pas bon par rapport aux autres. C'est ce qui nous a permis, comme disait Jean-Jacques Rousseau, je pense, cette Exupéry, force est de bâtir ensemble, vous le verrez à vrais amis. C'est comme ça que les journées Open Day, échanges humanitaires ont vraiment évolué dans la mesure où la collaboration était parfaitement bonne entre les différents acteurs, et donc humanitaires et l'État congolais. Activiste des droits de l'homme, vous êtes congolais, Jean-François Mombia, vous habitez votre pays, vous vivez ici, et vous devez aussi défendre votre pays, votre nation.
l'agression rwandaise, l'arrivée du secrétaire général américain, tout ça en tant qu'activiste, excusez-moi parce qu'il y avait un activiste qu'on a ici, M. Romain, par moment ça n'avait qu'à revenir à votre nom, M. Romain. Alors vous, en tant qu'activiste de droits de l'homme, qu'est-ce que vous allez donner comme point de vue ces différents propos, et est-ce qu'on doit vraiment nous confier à ça, ou bien il faut nécessairement une autre voie pour mettre fin à cette agression? En fait, mon frère, la Bible déclare que l'homme seul, d'abord, on a toujours dit l'homme seul est l'artisan de sa civilisation. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et les histoires des interventions de qui que ce soit, secrétaire général de l'ONU, secrétaire général, secrétaire ceci, cela, en tout cas, pour moi, ça s'avère de véritables coups d'épée dans l'eau. Ce qui ne va rien changer. Et vous proposez quoi à la place? Que les Congolais se prennent en charge. Et vous, en tant que tel, vous êtes... Moi, j'ai initié déjà. Ma petite contribution, c'est que je viens d'initier. Je vais lancer demain une collecte internationale. Demain déjà? Demain déjà. Il y a un numéro de compte où tout le monde, partout, peut se retrouver. On peut l'avoir? Vous avez ce numéro déjà? Les numéros... Bon, peut-être prochainement. Vous avez ça dans votre... Oui, je l'ai dans mon sac. Oui. On va présenter les numéros. Donc, tout le monde, partout, peut se retrouver au Vietnam, partout, en tout cas, ils peuvent donner leur petite contribution pour qu'on fasse quelque chose pour nos armées. Et puis, nos réfugiés, nos frères qui quittent, qui se déplacent des guerres, tout ça, toutes les victimes des guerres à l'Est, qu'on fasse quelque chose en collaboration avec l'État congolais. J'ai écrit au chef de l'État, j'ai écrit au ministre de Défense, j'ai écrit à tous les ministres concernés de tutelle de ce domaine-là, de ce secteur-là, pour qu'on puisse être ensemble, que tout le monde donne l'argent. Et après, on va sanctionner ça, on va couronner ça, on va, je dis couronner par une marche. On organise une grande marche ici à Kinshasa. Je voulais le faire à Kisangani simultanément et à Goma aussi, mais puisque c'est juste une action de plaidoyer, ce n'est pas la guerre que nous faisons. Alors cette marche-là sera organisée ici à Kinshasa, en tout cas vers le 3 septembre. Et j'ai invité des grands activistes, des grands acteurs africains et autres à venir, même des organisations internationales partenaires à ma fondation, les réseaux de formation des ONG République démocratique du Congo. On peut même savoir leur nom. L'IAO RDC, réseau d'information et d'appui aux ONG en République démocratique du Congo. Alors, il y a Alpha Blondy déjà qui a répondu positivement. Je suis en train de travailler pour faire venir Mike Tyson, qui voulait déjà venir ici pour une autre activité. Mais je vais marcher avec les Africains, avec tous les peuples, hein, tous les activistes du monde. Il y a déjà au niveau d'Argentine, il y a une dame qui a accepté de venir. Et Philippines aussi, il y a des associations qui ont accepté d'être avec nous ici. En tout cas, nous allons marcher avec tous les drapeaux là, pour demander la paix au Congo. Et ça va impacter selon vous? Oui, c'est un plaidoyer très fort. Je vous dis, c'est très fort. Nous avons des frères comme Maître Gims, tout ça, qui est d'ailleurs ambassadeur culturel. J'ai invité, ici au niveau local, je demande à tous les musiciens, en tout cas, puisque pour qu'une marche puisse avoir une bonne connotation, sur l'impact sur le plan international, il faut que les gens vraiment soient dans la rue. Cette fois-ci, on ne fait pas une marche contre le gouvernement. Nous savons que le gouvernement a ses faiblesses. On organise beaucoup d'activités là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui le font. Mais cette fois-ci, nous voulons nous adresser à la communauté internationale. L'ONU, l'Union européenne. Nous voulons un Congo libre. Et vous voulez lancer comme ça? Oui. Je demande à toutes ces organisations-là de prendre au sérieux les génocides congolais. Pas de 2 poids 2 mesures. On a largement condamné l'Holocauste en Israël, on a condamné ce qui s'est passé au Rwanda, on a condamné des génocides partout, que les génocides congolais aussi puissent être pris au sérieux. Justice doit être faite, préjudice doit être réparé, que le Congo puisse être libre. En tout cas, les indépendances dont on nous a parlé, dont on a chanté, longtemps chanté, nous nous sommes rendus compte que ce sont des indépendances que de nom. Alors nous voulons vraiment des États indépendants ici en Afrique, puisque tout ce que nos aïeux ont fait, les Lumumba, les Kwame Nkrumah, tout le monde se sont battus pour les indépendances. On leur a donné des semblants d'indépendance. Nous voulons des indépendances effectives,
que les Africains vendent librement leurs matières premières, qu'on achète librement ce dont on a besoin là-bas. On doit lever l'embargo. Le Congo est menacé, mais c'est encore contre le Congo qu'on doit sceller, on doit jeter l'embargo satanique et diabolique pour bloquer, afin que les Congolais ne se défendent pas. En tout cas, nous voulons que cet embargo-là puisse disparaître. Le Congo doit se défendre, il doit défendre ses intégrités territoriales. Nos frères donnent leur vie. Paix à l'âme du colonel Mamadou Ndala. Paix à tous, à l'âme, aux âmes de tous ceux qui sont partis. Il y a encore d'autres qui continuent à partir. Il y a nous avons nos frères nous qui sont là-bas, qui se battent sous les drapeaux, qui défendent les intérêts de notre peuple. Ils doivent être suffisamment outillés, suffisamment alimentés. Ils doivent ravitailler comme il se doit pour que le Congo soit libre. Et alors que tout ce qui sont venus tuer au Congo passe par la justice. Nos frères ont été amenés à la justice pour avoir posé des mauvais actes, des crimes de guerre et autres, les autres même par défaut. Mais aujourd'hui, puisque les preuves sont là, la MONUSCO a déjà fait son rapport, la MONUSCO a reconnu que ce qui se passe au Congo, c'est un génocide. Alors nous demandons que justice soit faite et que préjudice soit réparé de dos. Merci Jean-François Mombia, il nous reste 5 minutes. Oui. Et on va plus vous poser des questions sur vos différentes préférences. Ouais. Et ça va peut-être vous surprendre. Et nous avons préféré aborder cette rubrique vers la fin. Ouais. Votre préférence d'abord sur le plan alimentaire, préférence alimentaire. J'aime le banane platel et tout, moi. Ah, comme tout. Lokele, Mosoko qui se respecte. J'adore, oui. Bondo Alimbondo. J'adore la chikwan, je l'adore, j'aime le poisson. Et plus le pondo en tout cas. Légumes et l'épinard aussi. Ni folototo. Ah, c'est Karine, hein? Elle aussi aime ça. Oui, ok. Alors, à part ça, vous aimez aussi les sports? Ah oui, je suis sportif de bas âge jusqu'à maintenant. Je fais vraiment les sports. J'adore les sports. Et sur le pas seulement regarder à la télé, mais pratiquer aussi. Pratiquer moi-même. Vous pratiquez quoi? Bon, j'ai commencé par la boxe, jiu et jusqu'à ceinture noire. Et vous avez peut-être une préférence sur les plans vestimentaires? Votre tenue préférée? Mon idéal, mon inspiration, c'est Papa Wemba. Oui. Mais la tenue que vous aimez porter, la tenue oui, là en relax, veste oui, relax. Pas tout le costume en tout cas, non. Quel président africain qui vous a plus marqué, que vous prenez comme modèle? Thomas Sankara et puis Nelson Mandela. Les deux. D'emblée en tout cas. Et en RDC? En RDC, l'idéal jusqu'à présent, c'est Mobutu. Mobutu et Mouzé. Oui. Ah, pour les présidents qui ont... ils se sont battus contre l'Occident, en fait. Ils se sont battus contre l'Occident. Oui. C'est ça que vous aimez en tant qu'activiste? Je suis arrivé au siège de l'ONU. J'ai vu les deux discours affichés là-bas. C'est le discours du président Mobutu de 64 ou 74 ou quelque chose comme ça. Et le discours de Thomas Sankara qui disait la victime qui ose s'attendre au pardon de son maître se trompe largement. Thomas Sankara tombe et à son âme. Alors, qu'est-ce que vous ne supportez pas? Qu'est-ce que vous détestez? L'injustice, mon frère. Je n'aime pas, sous toutes ses formes, je déteste comme pas possible. Je n'aime pas que les grands marchent sur le petit. C'est pour ça que je me suis révolté contre Perdino, contre la Ciforzal, et je continue à me révolter contre le système impérialiste et puis les agences des Nations Unies et leur passivité face à la souffrance congolaise. Et vous croyez en Dieu? Oh, je crois au message de Frère Branham, je suis chrétien. Ah, aussi, hein? Oui. Et aux coutumes, à nos traditions, vous croyez à ça aussi? Oui, je crois. Très bien. Alors, la personne qui vous a plus marqué dans votre vie? En tout cas, il y a la mère Teresa. Franchement, il y a aussi Jules César, fort malheureusement. Ce sont des gens qui m'ont marqué. Ça n'est fini. Peut-être votre frère, une dédicace qui vous a accompagné. Ngamba Basoko? Oui, Ngambé, mon frère, je l'aime beaucoup. On a été avec lui, on a fait première année primaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ensemble à Basoko. Et quand je suis venu ici, il a fait des sommets pour venir ici à Kinshasa. Un mot pour clore à votre épouse que vous aimez? Oui, je l'adore. Je l'adore. Ça n'a pas été facile pour moi. En tout cas, j'ai divorcé. Vous adorez votre épouse. Mais celle-là, vous avez divorcé 7 fois. 7 fois, oui.
Et cette Les fois-ci... je ne pardonnais pas aux femmes, quoi. La moindre erreur, pardon. Libanda, mais au moins elle a su tenir le coup plus de 10 ans déjà. Cette divorce et celle-là, vous a su tenir le coup. Ok, rassurez. Je ne suis pas un mari facile, malheureusement. C'est très compliqué. Hein? Oui, Dieu fait ça. Pour être activiste, il faut être un peu trop dur de caractère et tout ça. Alors les femmes ne supportent pas trop ce genre de comportement. Des gens durs. Hein? Oui, des maris. Il parle peu, il est concentré, toujours. Pas totalement. Vous pensez plus à l'avancement du monde. Oui, oui. Vous voyez plus le monde que votre petit foyer. Un homme qui n'est pas totalement romantique, j'adore mes enfants. Très bien. Merci JF Mombia. À la prochaine occasion, peut-être nous allons encore vous recevoir. Merci Doudou. À la prochaine occasion. Très bien, merci à toute l'équipe. Rediffusion demain samedi à 9h. C'était les grands de ce soir. Monsieur JF, Jean-François Mombia, activiste des droits de l'homme, qui aime son pays et aime sa nation, qui travaille pour la libération et l'indépendance véritable de son cher et beau pays, la RDC. Ciao, à demain.